Aïe aïe aïe, salut à toutes et à tous, quelle gueule de bois terrible, bonjour, bienvenue dans l'OM au café. Ravi de vous retrouver, je vois que vous êtes déjà chaud dans le chat et vous avez raison. On va revenir bien sûr sur la défaite de l'OM face à Reims hier soir, un match terrible qui est le symbole d'une saison ratée de A à Z. Ça sera l'occasion aussi pour moi de faire quelques mea culpa. Voilà, j'avais envie ce matin de vider mon petit cœur brisé. Voilà, les amis, on va faire ça tous ensemble. Et, euh, et on va le faire bien, comme il faut. Quelle année noire, effectivement, Nono. Salut à tous, merci d'être là dans le chat. Coucou mon British. Alors je suis pas du tout British, Zicheux. Mon nom il est plutôt d'origine suisse, voilà pour être précis. Mais j'aime bien, I like that. Hein. Mais on va en parler de ça, Samy. On va en parler. Et par où commencer, c'est la bonne question. Ce que je vous propose, c'est d'abord, on va débriefer la soirée, les conséquences, tout ça. Voilà, y aller ensemble avec vos questions. On va essayer d'être constructif si c'est pour dire que je suis débile parce que à un moment de la saison j'ai pensé que Ismail Assar était un très bon joueur. Défoncez-moi, mais je pense que ça sera pas constructif et de toute façon je vais sortir la sulfateuse comme j'ai vu dans le chat. On va essayer d'être constructif parce que voilà, si c'est juste pour qu'on se dise tu comprends rien, non c'est toi qui comprends rien, on va pas avancer beaucoup. Donc j'espère qu'on va être constructif. Après, évidemment, c'est un espace de liberté, videz votre sac, et si vous avez envie de dire que je suis nul, dites-le, il n'y a aucun problème. Mais juste, on va essayer d'avancer. On va parler du génie d'Oviedo, comme tu dis, Eric aussi, on va parler de tout le monde. On va parler de tout le monde ce matin. Et juste, je vous le dis, cette émission, pour moi, elle est très dure à faire parce que je suis dans le même état que vous, mais c'est mon métier, donc je suis ravi quand même d'être avec vous. Mais c'est une des plus dures parce que elle est dure. Elle est dure cette saison et OM qui nous dit une seule chose qui peut nous sauver, c'est une vente du club, mais ça se décrète pas comme ça, une vente du club. Et il faut trouver un acheteur, il faut que le club soit à vendre. Enfin, il y a plein de détails. Je suis KO debout, c'est un peu mon cas aussi, Alpha Blue Light. J'ai très peu dormi, très peu. Le sommeil est pas venu. La colère était là, l'adrénaline aussi, parce qu'on s'est mis tous avec beaucoup d'envie dans ce match. Enfin, nous, en tout cas, pas les joueurs. Pas Jean-Louis Gasset dans sa compo qui transpirait la peur. On va parler de tout ça. Tiens, il y a mon petit copain, mon poulet, il y a Jarnik qui est là. Comment ça va mon Jarnik? Et salut à tous ceux qui sont là, les fidèles qui ont été là toute la saison. Franchement, vous êtes au top. Vous êtes au top. C'est grâce à vous qu'on fait cette émission tous les matins. Sinon, si vous étiez 10-12, on ferait évidemment pas d'émission tous les matins. Mais c'est une émission qui a du succès, voilà, que ce soit en direct et aussi beaucoup en replay, en podcast. Vous pouvez vous les faire évidemment sur le Phocéen, donc n'hésitez pas. Voilà. On est tous dans le même état, Samba Tapi, Jarnik, tout le monde. Voilà, on est en colère parce que c'est inacceptable. Ce qu'on a vu hier soir, c'est inacceptable. Il y a beaucoup de choses inacceptables dans ce qu'on a vu hier soir et on va essayer de les prendre une à une. Déjà, avant le match, on se retrouve dans une situation où 2 victoires contre 2 équipes qui jouent plus rien, Reims et Le Havre, nous offrent la Coupe d'Europe l'année prochaine. Alors que ce soit l'Europa League ou la Conference League, on ne sait pas, ça dépend du PSG en finale, on le sait. On est dans ce scénario où, ok, cette saison a été catastrophique, on a eu des matchs terrifiants, et on se retrouve dans une possibilité de pas sauver la saison, mais bon, de finir une saison en se disant on finit européen et on a fait une demi-finale de Coupe d'Europe. Ça aurait été un moindre mal. Non, je crois pas à un sabotage pour repartir l'année prochaine sur un nouveau projet. Pas du tout, Babou, pas du tout. Donc, ça aurait été un moindre mal. Tu penses pas que Gasset a fait le même constat que Gattuso, qu'il avait l'impression qu'il ne pouvait pas les bouger? Oui, surtout à l'extérieur, parce qu'à domicile, je trouve que Gasset a su trouver les bons mots et les bonnes formules, autant à l'extérieur, je trouve que c'est pas le cas. Donc,
On y va. Donc, on était dans cette situation d'avant-match et on a la conf de presse de Gasset, Jean-Louis, que je remercie vraiment, voilà, parce que je vais un peu tacler Jean-Louis Gasset ce matin, mais au fond de moi, je trouve qu'il a fait beaucoup de bien à l'OM et qu'il nous a permis d'être encore le 15 mai hier avec un objectif, ce que on n'aurait certainement pas eu avec un autre coach. Il nous a permis d'aller en demi-finale de Coupe d'Europe. Il a fait des trucs super. Mais je pense qu'on va devoir ouvrir le dossier quand même sur cette approche de match où déjà en conférence de presse, il y a une double com. Il y a une com, vous inquiétez pas les supporters, soyez derrière nous, on va le faire. C'est un peu la méthode Coué. On n'a jamais gagné un match à l'extérieur, mais on va le gagner celui-là. Bon, on a gagné un match à l'extérieur avec Gasset, c'est à Clermont. Toute compétition confondue. Donc bon, comment penser qu'on peut les gagner? Méthode Coué, on va le gagner. Voilà, c'est le match de l'année, il faut le faire. Allez les gars, nanani nanana. Double com puisqu'il fait aussi de la com à son groupe. On va partir un jour plus tôt. Voilà, on va se mettre un peu au vert. Je vais vous recevoir tous un par un et on va discuter. On va trouver les mots tous ensemble pour. Je mettrai les mecs les plus motivés. Enfin voilà, une communication qui était plutôt désastreuse. Et donc, tiens, juste on va lire le message de Jarny qui est là. Première chose que je comprends pas sur la gestion du match, on parle mardi avec les joueurs et Gasset annonce qu'il va parler aux joueurs à l'hôtel pour voir qui peut jouer. Pourquoi il fait pas le point avant de partir et prendre les joueurs en déplacement qui veulent jouer? Parce que c'est de la com, c'est pas vrai. C'est un truc de méthode de management un peu à l'ancienne. Le problème, c'est que dans son groupe, il y a Unai, Harit et Gigot qui sont pas en état de jouer sur ce match-là, physiquement, qui sont blessés, qui ont une contracture pour l'un, un problème à la hanche pour l'autre, et Unai, je sais plus, mais ça fait 2 matchs qu'il est un peu sur le flanc. Donc en fait, il prend 20 joueurs. Donc déjà, il met tous les mecs qui sont dispo sur la feuille de match. Donc qu'il emmène les blessés avec lui pour la notion de groupe et tout, je trouve ça bien. Maintenant voilà, donc il fait cette com qui moi m'a pas du tout, enfin je me suis pas laissé avoir par cette com, je me suis pas dit waouh il va leur faire un entretien individuel, ça va bien se passer. Ensuite on arrive sur le match. Les responsabilités elles sont pour beaucoup de gens. Les joueurs en premier qui ont été exécrables hier soir, qui n'ont pas été bons à l'image de certains, Kondogbia notamment, qui doit être un leader sur ce type de match, Aubameyang, mais parce qu'il était malade et tu le mets quand même parce que effectivement s'il y a un ballon qui traîne, Aubameyang est plus susceptible de la mettre au fond qu'un autre joueur. Et puis les autres qui n'ont pas été à la hauteur, les Klose, les joueurs qui doivent te porter. Voilà, donc les joueurs pas bien. Unai a un problème aux 2 pieds. Merci Jules d'Ananas pour le message. Vous inquiétez pas, ma courte Longoria, on y vient. Là, je fais vraiment la chronologie du match. Après, on reprendra un peu la saison. Je ferai un mea culpa. On ouvrira les dossiers. De toute façon, on va pouvoir le faire sur 2 émissions puisque je serai aussi avec vous demain matin. Si jamais on n'a pas le temps de tout balayer. Donc, on arrive sur ce match et là, le message envoyé par Gasset, pour moi, il est désastreux. Compo ultra défensive. Je l'ai dit dans l'avant-match. Moi, j'étais confiant avant d'avoir la compo. Je pensais qu'on allait gagner. Quand j'ai vu la compo, vous pouvez refaire l'émission. J'ai pronostiqué 1 partout. On n'était pas loin de faire 1 partout, pour être honnête sur ce match, parce que voilà, il y en a quand même des grosses occasions. Je pense que ça peut faire 1 partout, mais ça le fait même pas. Donc, compo ultra défensive avec Mbemba, Balerdi, Meite. Mbemba et Meite qui sont pas en état de jouer, mais qui jouent. Kondogbia au milieu de terrain, qui est pas au niveau. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets aussi Gay, qui lui aussi est pénible, même si il se bat, mais Gay, c'est... Donc il y a Kondogbia, Gay, Meite, Mbemba, Balerdi. Tu peux même rajouter Vertou. Plus 2 pistons qui pistonnent rien du tout. Klose et Merlin, avec quelques centres... un peu au hasard, si ça tombe sur une tête, c'est sympa. Donc, tu as 8 joueurs à vocation défensive au coup d'envoi. Ou en tout cas, pas à vocation offensive. Et tu fais reposer, en fait, et tu as plus Aubameyang qui est malade. Donc, en fait, tout ton jeu repose sur Ismaïla Sarr, que j'aime bien, mais qui ne doit pas être le dépositaire du jeu offensif de l'OM à aucun moment. Donc...
et qui, comme il n'a pas été dans un très grand soir, eh ben, n'a pas pesé. Il a eu cette occasion qu'il doit mettre au fond, il la met pas. Et puis on se retrouve dans cette situation où tu es 1-0 à la mi-temps. Tu t'es fait dominer, notamment dans les transitions où les mecs de Reims sont très intéressants, notamment le Diakité avec Ito sur le côté. Ouais, bah oui, je l'aime beaucoup. J'ai le droit quand même, chacun ses goûts. Donc on va en parler. Mais moi, je pense qu'il y a une erreur de compo. Euh, Quand tu te retrouves à la mi-temps à 1-0, tu te dis ah. Et d'ailleurs, il l'a dit, hein, j'ai tout essayé, j'ai mis 2 attaquants, j'en ai mis 3, j'en ai mis 4, j'en ai mis 5, ça a pas voulu. Ouais, mais peut-être que si tu commences par une compo où tu n'as pas que 2 joueurs offensifs, dont un qui est malade et un qui n'est pas un tueur des surfaces, peut-être que ça se passe autrement. Donc, on va le faire le bilan. Je vois que vous commencez à vous enflammer sur certains bilans. Luis Enrique a été bon, il aurait dû jouer d'entrée. Alors Luis Enrique, c'est sympathique, Nico, mais Luis Enrique, il a la même occasion que Sarr et pour le même résultat. Luis Enrique, il a marqué 2 buts à l'OM dans sa carrière. Il a marqué un but contre Canet-Rocheville, le 4e but au Stade Vélodrome contre des amateurs, et il a marqué contre Clermont le 5e but ou le 4e pardon sur un match qu'on gagne 5-1 sur un contre où il n'y a plus qu'à la pousser au fond. Donc Luis Enrique devant le but, c'est caca. Voilà, excusez-moi de le dire comme ça. Luis Enrique par contre dans la débauche d'énergie, et là aussi je ferai mon mea culpa tout à l'heure, c'est évidemment pas critiquable. Mais tu peux pas jouer ailier en étant incapable de marquer un but. Bref, oui, il s'est battu, bien sûr. Non, mais et je vais revenir dessus tout à l'heure. Arrête ton délire, on a des gains. Mais non, mais alors j'explique. Moi, je pense qu'au coup d'envoi, tu dois faire un 4-4-2. Contre Lorient, tu fais un 4-4-2 et tu domines le match. Tu mets 3 buts. T'es pas brillant, mais tu domines. Alors Reims, c'est meilleur que Lorient, bien sûr, mais tu dois y aller en te disant, on joue le tout pour le tout sur ce match. C'est un match de Coupe d'Europe où tu dois gagner, donc. Il faut aller sur une défense à 4, Luis Enrique milieu gauche, Sarr milieu droit et 2 avant-centres. Et tu dois faire ça, il n'y a pas de débat. Donc, et moi, quand je vois la compo hier, je me dis, mais c'est pas possible, c'est frileux. C'est tellement frileux. C'est tellement frileux. Et on sous-estime tellement le manque de Rongier cette saison. Merci la Caravane Pass. J'y ai pensé hier soir dans l'émission, je l'ai pas placé, mais c'est évident ce que tu dis. Il n'est pas pire que les autres offensifs, Luis Enrique. Si, mais bon. En termes offensifs, en tout cas. En termes offensifs, il est bien pire. Mais en termes de débauche d'énergie et de ce que doit être un joueur de l'Olympique de Marseille dans l'attitude, il est au-dessus. Voilà. C'est un peu facile de dire que c'est Marcelino qui nous a tué la saison. C'est beaucoup plus complexe et ça méritera aussi des analyses parce que ils ont tous fait une grosse saison. Non, je l'ai déjà dit, mais il y en a pas un pour rattraper l'autre, et j'inclus même certains leaders de groupes de supporters là-dedans. Bref, une saison catastrophique. Nous, peut-être même aussi les journalistes qui avons peut-être vu certains joueurs trop beaux ou qui avons été un peu patients peut-être trop avec cette équipe. Voilà, donc un peu tout le monde est à critiquer. Ce soir, il y a un talk, évidemment. Bien sûr, Fab, un très bon talk, je pense, autour de Slim Anayen, qui va animer ça demain de maître. Non, l'occasion de Luis Enrique, c'est pas le gardien qui va la chercher par son talent. Il tire à 40 cm du gardien, qui peut juste détendre un peu son pied et la sortir. Bien sûr, c'est un bel arrêt, mais dans un duel comme ça, tu dois la mettre au fond de façon à ce que le gardien ne la touche pas. Et je suis désolé, il ne fait pas le bon geste. Bref. Donc, on se retrouve avec cette erreur de compo, cette erreur d'approche de match, cette erreur managériale, mais ça n'empêche pas que les joueurs sur la pelouse font pas le match qu'il faut. Ils font pas le match qu'il faut, ils sont catastrophiques. Et on se retrouve voilà avec une défaite qui nous met maintenant à 3 points de Lens, 3 points de Lyon. Il y a un scénario quand même, il faut pas l'occulter parce que dimanche, on sait, le foot, ça va très vite. Si nous, on est capable de flop totalement sur notre match décisif, mentalement, dans l'approche, dans plein de trucs, et dans les mêmes circonstances, on retrouvera Lyon et Lens dimanche. Alors, ils joueront chez eux. Ça n'a pas toujours été un avantage pour Lyon cette saison, qui a parfois perdu des matchs de façon catastrophique. Par contre, ils jouent contre Strasbourg qui joue plus rien, mais regardez Reims qui jouait plus rien, donc on sait jamais. Il faudrait donc une défaite de Lyon ou une défaite de Lens pour que l'OM passe 7e en gagnant à Au Havre. Donc il y a beaucoup de si dans tout ça, mais
Bon, bah, dimanche, on va suivre quand même le multiplex, on sait jamais. Montpellier est une équipe capable de coups d'éclat, avec des joueurs comme Savanier notamment, des attaquants qui vont vite, on sait jamais. Le petit Altamari qui est pas mal devant. Ça peut toujours faire un truc à Lens aussi, donc... non, alors, je précise, Jack, je n'y crois pas du tout. Je dis juste, il y a 5% de chance. Voilà, il y a un scénario. Mais je vais pas me mettre dimanche dans l'état d'esprit, ça va le faire, pas du tout. Je vais me mettre dans l'état d'esprit, on va quand même regarder. Lyon et Lens ne gagneront pas, mais ne perdront pas non plus. Mais c'est possible, on verra. Tout est possible. Après, dans un match, tout arrive. Hein. Une semelle mal placée à la 5e minute de Tchaïta Tsar, par exemple, un carton rouge, tout peut arriver. Donc, ça paraît totalement irréel. Ah, Savanier, il est suspendu. Autant pour moi, les copains, merci pour l'info. Donc voilà, on se retrouve dans une situation où on est obligé d'aller dans ces scénarios-là, et c'est calamiteux. On a 47 points, je crois. 47 points en 33 matchs, c'est ridicule. Ça fait même pas 1,5 point par match. Ça serait 49 et quelques, 49, quelque chose. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se retrouve dans cette situation-là. Et maintenant, c'est le moment où j'avais envie de faire ce matin un petit mea culpa. Parce qu'il y a des trucs que j'ai défendus cette saison et je me suis trompé, voilà, comme beaucoup. Hein. Le mercato estival, j'étais content. Voilà, je trouvais qu'on s'était renforcé, sur le papier en tout cas. Renan Lodi, qui était un bon joueur à l'Atlético, qui est devenu fantomatique. Quand on prend Renan Lodi, je dis waouh, on fait un step-up incroyable, on a pris un bon arrière-gauche pour une fois, on va pouvoir avancer. De constater que non, hein, qu'il était nul, et qu'on a quand même réussi un braquage en le vendant plus cher qu'on l'a acheté. Bref, donc Renan Lodi, mea culpa total. Ensuite, on avance sur les postes. La défense centrale, je vais pas faire de mea culpa parce que je pense encore ce que je disais, donc pour le coup non. Je trouve qu'on a 4 bons défenseurs centraux, moi c'est mon avis. Je reviens pas sur Samuel Gigot, pour moi ça doit être un remplaçant à l'Olympique de Marseille. Je pense que si tu joues à 4, ta charnière c'est Mbemba Balardi, c'est costaud, et derrière t'as Meite Gigot, pour moi il y a pas d'erreur. Je trouve que c'est des bons joueurs de Ligue 1 et qu'il n'y a pas de problème là-dessus, c'est mon avis. Donc là, je fais pas de mea culpa. Voilà, je trouve que Gigot, il s'est fait démonter par tout le monde. D'ailleurs, je pense que beaucoup devraient faire aussi leur mea culpa parce que c'est compliqué. Voilà. Ensuite, Klose, je fais un mea culpa énorme. Il va se retrouver en équipe de France pour disputer l'Euro et il le mérite pas. Autant l'année dernière, il n'y a pas été alors qu'il le méritait, très honnêtement. C'était un crève-cœur l'année dernière parce que c'est un joueur qui avait fait une première partie de saison très intéressante, qui s'est fait exclure de l'équipe de France de façon injuste. Autant là, il y figure de façon injuste aussi. Il n'y a aucun engagement, il y a aucune intensité, il y a rien dans ce qu'il fait. C'est mauvais. Il nous coûte des buts cette saison, terrible. Il donne des ballons aux adversaires. Enfin, c'est Klose, ça fait très très mal. Arrête de te flageller, Romain. Non, mais c'est important. C'est aussi c'est un peu vider son sac. Donc moi, j'ai ça sur le cœur depuis quelques temps. Voilà, je défends beaucoup certains joueurs parce que je crois en eux, mais je me trompe peut-être. Donc c'est pour ça que je fais mon mea culpa. Donc on a perdu trop de leadership, ça c'est sûr, mais on va y revenir. Donc on prend les postes un par un, on y va. Au milieu de terrain, on enchaîne. Rongier, moi je suis très triste pour lui, je pense que c'est un bon joueur et qui nous a manqué énormément. Vertou, j'ai pas grand chose à dire, c'est un joueur joueur de devoir, qui fait vraiment pas tâche à l'Olympique de Marseille. Pour moi, il est dans les 3 meilleurs de la saison avec Aubameyang et Balerdi, sans aucun conteste. Ensuite, Kondogbia, gros mea culpa, énorme mea culpa de ma part. Je pense quand on prend Kondogbia et qu'on fait partir Guendouzi,
Je pense que c'est bien. Voilà, je me dis Guendouzi, il est en bout de course. Ça veut pas dire que je regrette le départ de Guendouzi, pas du tout. Pour moi, il était arrivé un peu au bout de l'histoire. Les coachs successifs qui l'ont eu ne lui faisaient pas confiance. Il était 4e, voire 5e dans la hiérarchie de Marcelino. Et c'était le moment du coup. Donc, alors la faute à qui se retrouve là? Tudor, Marcelino, Longoria, on sait pas trop. Mais en tout cas, il fallait le faire partir, je pense. Et ça, je reviens pas dessus. Par contre, Kondogbia qui vient, on recrute un international français quand même, hein, qui a 4 ou 5 sélections, qui est devenu international centrafricain, mais qui a la trentaine, elle a pleine force de l'âge, qui sort de pas la saison dernière, mais la saison d'avant, d'une masterclass de saison avec l'Atlético, où il a été énorme. Et il arrive, on dirait qu'il a 40 ans, quoi. Donc c'est pas possible. Donc Kondogbia, énorme mea culpa, parce que moi je vous l'ai vendu comme un très bon joueur, parce que j'étais sur cette saison de l'Atlético où il avait été très bon, et sur son passé aussi, où c'était un bon joueur de foot. Ça reste un joueur de foot très convenable, mais il en manque beaucoup pour être un bon joueur de l'OM. Donc voilà, gros mea culpa là-dessus. Pas de mea culpa sur Unai, parce que je vous le dis depuis 15 ou 16 mois qu'il n'est pas au niveau de l'OM, mais c'est pas de sa faute. Voilà, il fait ce qu'il peut. C'est un joueur moyen qui a fait une énorme compétition, qui peut-être quand il est dans l'équipe marocaine se sent pousser des ailes et fait des très belles prestats. C'est des choses qui arrivent. Il y a des joueurs de sélection, il y a des joueurs de club, des joueurs de club qui arrivent pas en sélection aussi. Voilà, il y a de tout. Et donc on va continuer cette revue d'effectifs avec Gay qui se fout de nous quand il nous dit après un but marqué contre Lens, un très beau but, il y a pas de souci, une belle action. Ouais, non mais moi je veux un statut, je veux un salaire à la hauteur de mes ambitions, nanani nanana. Mon gars, t'as fait 2 bons matchs dans la saison, t'as été suspendu 5 mois. Bon, ok, c'était un truc de transfert d'il y a 4 ans, tout ça, mais la reconnaissance du ventre. Gay, il a eu 2 belles propositions de contrat de l'Olympique de Marseille, pas à la hauteur de ses attentes, mais ses attentes, elles sont folles. Comment on peut penser que Pape Gay, ça vaut 350 000 euros par mois? Pape Gay, c'est un joueur moyen, donc là, il n'y a pas de mea culpa, puisque moi, Gay, je ne suis pas un joueur que je défends plus que ça, et qui va finir certainement à Villarreal avec Marcelino, qui est le seul coach qui lui fait vraiment confiance et qui a presque envie de l'utiliser attaquant. Donc, ok. Donc là, c'est pas un mea culpa de ma part. Pour Onana, j'ai pas de mea culpa non plus, parce que je suis conscient de pourquoi il est venu, et je trouve qu'il a rempli sa mission, même si c'est pas brillant, hein, on le savait. C'est un joueur moyen qui arrive pour faire le nombre, qui dépanne beaucoup en janvier, et qui après reprend sa place dans la rotation. Voilà, donc Onana, je vais pas le défoncer, c'est pas de sa faute, hein. Lui, il est là, on lui dit viens faire 5 mois à l'OM, il vient, il les fait. Donc voilà, j'ai pas parlé de Paul Lopez. Paul Lopez, j'ai pas de mea culpa non plus, je vous le dis depuis longtemps, c'est pas un gardien au niveau de l'Olympique de Marseille. Malgré tout, il est là, dans l'attitude et tout, moi ça, je vais pas le crépir ce matin. Donc voilà. Et Onana, pour le coup, est prêté, donc il y a pas de... Pour moi, c'est bien joué. Le recrutement d'Onana, j'ai pas de problème avec ça. Ensuite, c'est là qu'on arrive sur les dossiers un peu difficiles. Amin Harit. On fera ça demain si tu veux, Nico. On se projettera sur la saison prochaine. Là, c'est l'heure du bilan peut-être. Et demain, on se fait qui on garde pas. Enfin, on avance. Il y aura les grilles, hein, bien sûr, aussi. Amin Harit, alors, je vais vous expliquer en fait ce qui se passe dans ma petite tête. Amin Harit, sur le passage avec Tudor, déjà sur le passage avec Sampaoli, je trouve qu'il avait été traité injustement, et j'avais trouvé plutôt intéressant. Mais pas au niveau de ce qu'il avait fait avec Tudor sur les 3 mois avant sa blessure, où je l'avais trouvé juste excellent. Voilà, dans ce rôle de joueur de transition qui fait mal, derrière Sanchez, je l'avais trouvé vraiment très bon. Et donc, moi, j'étais sur cette image de très bon joueur, et pour moi, c'était le cas. Il se pète, il fait les croisés terribles, hein, d'ailleurs, la jambe qui va là, le genou qui va là.
Image horrible à Monaco, on était tous touchés hein, d'ailleurs, parce que pour le coup, à ce moment-là, on était tous plutôt fans, je pense, du joueur. Et il revient, premier pas difficile avec Marcelino, et les premiers pas avec Gattuso, par contre, excusez-moi, mais c'est très bon. C'est très bon. Et moi, j'arrive pas à m'enlever le match du Havre que j'ai dans la tête, où chaque prise de balle est dangereuse, chaque dribble est réussi, chaque passe est bien dosée. Il y a une passe D pour Aubameyang magnifique ce soir-là. Tout est parfait. C'est-à-dire que c'est un match masterclass. D'ailleurs, Gattuso s'est fait aussi avoir par ce match en faisant son maître à jouer par la suite. Et disant même oui, il y a toujours des joueurs fabuleux dans tous les clubs comme Kaka au Milan, nanani, nanana. Donc non, mais même à 11 contre 11 avant l'expulsion, Dimitrez, il était très bon. C'est un match, il a le droit aussi d'être très bon sur un match. Voilà, pas non plus, même quand il est très bon, dire qu'il est pas bon. Mais donc ce match-là, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est vrai. En fait, faut lui donner les clés. Le gars, il est bon. D'ailleurs, il va finir, pour l'info quand même, il va finir meilleur passeur de l'Europa League. Pour ceux qui disent qu'il fait aucune stat, c'est pas totalement vrai. Mais ça reste insuffisant. Et le plus dramatique, c'est face au but. Combien d'occasions il a mangé cette saison. Et ça, évidemment, je vais faire mon mea culpa parce que tu peux pas être numéro 10 de l'Olympique de Marseille, titulaire, et manquer autant d'occasions, être aussi faible à l'approche de la surface. Donc ça, c'est un mea culpa et je l'assume. Malgré tout, après avoir dit ça, je me retourne, je regarde l'effectif, il n'y a pas mieux pour ce poste-là de relais. D'ailleurs, on l'a vu à Reims, ça nous a un peu manqué hier, hein, quand même, cette transition. Tu vois, si à la place de Gay, t'as Harit, c'est pas la même histoire peut-être sur le match, mais bon. Non, il a pas fait qu'un très bon match non plus, Harit, faut pas déconner. Par contre, le problème, surtout avec Gattuso, je l'avais trouvé plutôt bon. Mais contre Villarreal, par exemple, aussi, où on gagne 4-0, il a été plutôt bon. Mais le truc, c'est qu'il est pas, voilà, il peut pas marquer un but. Donc, ah si, il a rejoué 10, Dragan Pixie, et pas qu'une fois. Donc voilà, non, Enrique, c'est toujours pas un crack devant à côté d'Harit, c'est pareil, c'est la même efficacité, les deux. Regarde, je te jure, regarde les stats d'Enrique, hein. C'est 2 buts, 2 tapines contre les pires clubs possibles. Bref. J'ai oublié Merlin, oui, t'as raison. Merlin et Garcia, pour l'instant, c'est très décevant. 2 recrues du mercato d'hiver dont j'avais dit pour les deux que c'était des bons choix. Pour moi, c'est 2 flops. Est-ce que Merlin, c'est pas fini? Je pense que c'est pas fini. Mais il va falloir le retaper, lui faire une prépa énorme et espérer et croiser les doigts parce que... Donc effectivement, j'ai pas parlé de Merlin. Mais Harit, du coup, voilà, grosse déception. Pour moi, personnel aussi, parce que je me suis beaucoup investi là-dedans. Et je vais pas dire que je me suis trompé parce que j'étais conscient de ces lacunes aussi, mais elles sont criantes et elles nous font très mal. Je pensais pas qu'elles nous pénaliseraient autant et au final, c'est pénalisant. Donc voilà. Merlin pas si mal hier. Ah bon, dans quel monde, Steph? Je sais pas. Donc voilà, Harit, mea culpa total. Ndiaye pas mea culpa, puisque très rapidement, je vous ai dit que ça servait à rien d'insister avec ce joueur. C'est toujours mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous dire oui, mais Balerdi, on a insisté, alors il faut insister. Peut-être que dans 2 ans, je vous dirai eh ben voilà, je suis un débile mental. Ndiaye, il fallait insister. Pour moi, tu peux pas te permettre de faire autant de paris dans une ligne d'attaque. Et Ndiaye, il a quand même 24 ans. S'il avait 21 ans, je te dis pas, mais il a 24 ans, donc voilà. Ndiaye, il n'y a pas de mea culpa là-dessus. Je suis droit dans mes bottes. En tout cas, là, c'est une émission d'opinion. Hein, voilà, donc, on espère aussi. Mais moi aussi, je l'espère, Samba Tapi. Je l'espère aussi. Je l'espère surtout qu'on va le vendre cet été. Mais si on le vend pas, j'espère pouvoir faire ce mea culpa. Donc, je continue. Tiens, je vais lire un message. C'est quoi? Bravo Romain d'avoir le courage de faire l'OM au café. Non, mais c'est pas le courage vraiment, c'est aussi une thérapie parce que. Mais Ndiaye a 24 ans, Harit 26, mais ok Aubameyang. Mais lequel est le meilleur? Moi, je préfère Harit tous les jours, matin, midi et soir. Chacun ses goûts, mais voilà. Bref.
Si je dois en garder qu'un, il n'y a aucun doute pour moi. Mais après, je sais que pour vous, comme il a peut-être, je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi il y a tant de hype sur NDI, parce qu'il il sait faire des contrôles, ben, tout le monde sait faire. Ok. Bref, je vais pas repartir là-dessus parce que voilà, je suis dans une matinée mea culpa. Je vais pas commencer à crépir des mecs que j'ai déjà crépis. Je vais plutôt faire ça sur ceux que j'ai pas encore trop touché cette saison. Bon, Correa, rien à dire. Ensuite, on arrive sur les autres ailiers, enfin l'autre. Donc, mea culpa, tiens, mea culpa sur Enrique. Voilà, Enrique, je vous ai dit tout l'hiver, il arrive, mais il faut vite le faire repartir, qu'il s'en aille, il a pas sa place, etc., etc. Ben écoute, j'ai vu un Enrique volontaire, un Enrique motivé, un Enrique qui, quand il jouait piston, voire arrière gauche, était cohérent. Pas défensivement, bien sûr, défensivement il est nul. Enfin, il est pas nul, mais il se fait prendre. Il n'y a pas un duel aérien de gagné. Sur les centres au deuxième poteau, il est toujours battu par son adversaire. Donc c'est très dur défensivement. Mais sur l'envie, sur ce qu'il a montré, sur le côté où il prenait un peu plus de risques qu'avant dans ses dribbles, sur la caisse physique, il a apporté à cet OM, notamment en Coupe d'Europe. J'ai aucun problème à le dire. Est-ce que je veux le garder pour la saison prochaine? Non. Mais est-ce qu'il a le niveau de l'OM? Non. Mais est-ce que sur cette deuxième partie de saison, il a été un bon joueur pour l'OM? Oui. Donc voilà, c'est pas le pire, quoi. Ouais, exactement, Reynald, c'est pas le pire. C'est dire. Donc Luis Enrique, voilà, mea culpa pour ce garçon que j'ai souvent critiqué. Et voilà, on peut toujours se tromper. Il a montré qu'il pouvait dépanner, effectivement, Steph. Marc qui nous dit la vérité, c'est que les autres sont tellement nuls qu'Enrique paraît bon, mais en réalité c'est très moyen. Exactement, c'est mon avis. Je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire. Pas de mea culpa sur Mumbagna, parce que je trouve qu'il fait le job et que c'est un attaquant qui peut mettre ses 15 buts en Ligue 1 s'il est titulaire dans un autre club. Malheureusement à l'OM il sera pas titulaire et il mettra pas 15 buts, donc toujours une situation compliquée, mais je trouve qu'il apporte quand même. Son match contre Lorient il est bon. Je comprends pas pourquoi Gasset l'a pas plus utilisé que ça, mais bon, c'est autre chose. Sur Balerdi et Aubameyang, c'est Ligue 2. C'est pas Ligue 2 parce que Lorient et Clermont sont vraiment nuls, mais c'est tremblotant. Hein, voilà, on est d'accord. Je continue avec Ismail Assar. Gros mea culpa. Gros mea culpa sur ses qualités. Après, faire reposer le jeu de l'attaque de l'Olympique de Marseille sur Ismail Assar, c'est une connerie monumentale. Ismail Assar, ça doit aider l'attaque de l'OM. C'est un ailier dans un 4-4-2, dans un 4-2-3-1. C'est pas un attaquant qui doit compléter Aubameyang. Il doit pas être seul avec Aubameyang. Jamais. Il faut mettre des mecs avec eux. Je suis déçu de sa saison parce que il y a beaucoup de matchs où il passe à travers. Donc je le dis, voilà, hier pour moi il passe à travers, même si c'est pas le pire, il passe quand même beaucoup à travers. Et le problème c'est qu'on a misé dessus. Le problème c'est qu'on a misé beaucoup d'argent dessus et qu'il n'est pas au rendez-vous de ce qu'on attend. J'oublie pas ces deux blessures qui à chaque fois l'ont freiné dans un élan où il était pas mal. Là il se pète à la trêve internationale alors qu'il sort d'un passage où il est très bon, notamment contre Villarreal, contre Montpellier, les matchs d'avant, il est très bon aussi. Donc voilà, donc je suis pas d'accord avec cette analyse non plus. Chadalgon, c'est un tout droit sans technique. Je trouve pas. Il a la qualité de contrôle, il a des trucs. Après, pas c'est pas le meilleur ailier du monde non plus. Voilà, hier soir je me suis un peu enflammé, c'est pour ça que je fais un mea culpa. Je le vois peut-être plus beau qu'il est, lui aussi. Mais malgré tout, je pense que si on prend un coach qui joue avec des ailiers, bah, la saison prochaine, je préfère l'avoir avec moi. Peut-être pas titulaire à tous les matchs, peut-être dans une rotation, etc., etc. Mais voilà. Donc la capacité d'élimination, il y a plein de choses, mais à culpa parce que je le défends trop. Et cette saison, il est comme beaucoup peu défendable. Voilà. Même si je trouve que quand les mecs vous le faites aussi, des listes des mecs à dégager en urgence, le voir apparaître me choque un peu. Je comprends pas pourquoi c'est toujours le même qui est cité dans les 3-4 à faire partir en premier, alors que pour moi pas du tout. Mais
Encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Le salaire, c'est une chose. Après, El Sofigno, un attaquant, ça se paye. Hein. De toute façon, un bon attaquant, alors... Parce que j'aime ce genre de profil. Oui, c'est vrai. Donc, c'est... Non, le salaire, je pense que ça se paye. Hein. De toute façon... C'est le 3e meilleur salaire de l'effectif. Je sais plus, mais il est dans le top 5, ouais, ça c'est sûr. En tout cas, d'après l'équipe. C'est toujours pareil. L'équipe, l'année dernière, Vertou touchait 600 000. Cette année, il touche que 500 000, mais ça choque personne. Bref, je rappelle, c'est des estimations. C'est-à-dire que c'est le mec qui dit un peu au doigt mouillé. Ils ont quelques infos, évidemment, venant des clubs, mais ça ressemble un peu au doigt mouillé sur certains dossiers. Et effectivement, on fera les départs, mais il est totalement Arabie Saoudite compatible. Oui, Zegrova, cette saison, c'est Messi à côté, mais je suis totalement d'accord, la caravane passe, il n'y a aucun problème pour ça. Sarr n'élimine jamais personne, ne gagne aucun duel, je suis pas d'accord avec ça, pas du tout, mais c'est pas grave. Ce sont des mea culpa qui défendent toujours les mêmes. Non, voilà, je vous le dis, moi je fais un mea culpa parce que j'insiste trop. Moi, ce que je supporte pas, c'est aussi... Enfin, j'ai du mal avec l'injustice. Et voilà, tu vois, ce message, il est nul, il dribble personne, il passe jamais. Non, c'est pas vrai, il passe pas jamais. Après, il y a des matchs où il passe un peu plus que d'autres. Et les matchs où il passe pas, c'est compliqué. Donc, mais malgré tout, mea culpa parce que voilà, je vous ai mis Ismaïla Sarr beaucoup trop haut dans mon analyse. Je continue, Aubameyang, j'ai pas de mea culpa à faire parce que moi j'ai dit dès les débuts des émissions qu'il allait mettre sa 20aine de buts toutes compètes confondues, il en a mis plus, donc je suis content qu'il était là, merci à lui. On en vient au dur, on va rentrer dans le dur, la direction, voilà. Pablo Longoria, je l'ai défendu beaucoup. Non pas pour des raisons juste en tant que supporter de l'OM, je préfère avoir Pablo Longoria que pas l'avoir. Malgré tout, sa saison elle est calamiteuse de A à Z. Le mercato de janvier est raté. Longoria Ribalta bien sûr, mais Longoria, le mercato de janvier 2023 est raté. Le mercato d'été, on a fait le bilan. Qu'est-ce qu'il y a à en tirer? Un peu Bamou Meïté, beaucoup Aubameyang. Le reste, il n'y a pas un mec... Murillo, qui est bien, qui est pas mal pour une doublure. Il n'y a pas un mec qui va te transcender là-dedans, quoi. Et tous les paris où tu mets beaucoup d'argent, c'est raté. Hein. Lodi, Kondogbia, Sarr, on l'a dit, Ndiaye, tu mets 18 millions d'euros, enfin... Raté. Et le mercato de janvier, au final, il est pas ouf. Oui, on a Faris, qui est un attaquant un peu qu'on découvre, un bulldozer devant, 8 millions, pourquoi pas. Merlin, c'est son prix sur ce qu'il fait depuis le début de sa carrière, mais à l'OM, ça marche pas pour l'instant. 12, donc c'est compliqué. Et puis, Garcia, c'est pas au niveau de l'OM. Voilà. Je pensais que si, parce que tu es international suisse, tu as quand même fait la Ligue des Champions, t'es pas mal, t'as mis les centres. J'ai l'impression qu'il nous a envoyé son cousin. Voilà, donc compliqué pour Garcia aussi. Voilà. Et donc compliqué pour Longoria qui foire ses mercatos. Il faut le dire, depuis 3 mercatos, voilà maintenant. Donc sur les Alpha Blue Light, je vais te le dire, moi sur les mercatos janvier 2023 et été 2023, Ribalta a une grosse responsabilité. Il a une grosse responsabilité, notamment dans certains dossiers comme Correa par exemple. Enfin, il y a des responsabilités pour le Ribalta. Après, c'est Longoria le président, c'est lui qui signe le deal. Donc tu peux pas te dédouaner. Longoria, il est OK avec les deals qui ont été faits, et tous les deals d'ailleurs. Et il y en a beaucoup qu'il a initié lui-même. Donc Longoria, faut ouvrir le dossier. La question, c'est est-ce qu'on doit continuer avec ou sans Longoria? Moi, je suis dans le camp du avec, parce que je considère que les 2 saisons d'avant sont réussies, celle de Sampaoli et celle de Tudor. Et disons que je noterai ces 2 saisons-là à 8 sur 10 dans la gestion, dans tout ce qui s'est passé, etc., etc. Celle de cette année, elle est à 1 sur 10 parce qu'il y a l'aventure européenne. Sinon, tout est raté. Tout est raté. Les coachs sont mal choisis. Marcelino, c'est pas fait pour l'OM. C'est un gentil garçon, voilà, propre sur lui. Moi, j'ai vu, pour l'anecdote, première conférence de presse de Marcelino.
On l'attend. Il arrive avec un tout petit peu de retard, mais c'est pas grave. Et pourquoi il était en retard? Parce qu'ils sont allés faire un petit tour à la boutique de l'OM pour lui trouver un t-shirt. Bon, il est gentil, il est propre sur lui, il met bien le costume, il n'y a pas de problème. Mais bon. Donc, erreur énorme de choix de coach. Marcelino, c'était pas pour l'OM. Même si par invaincu en Ligue 1 et qu'on sait jamais, hein, si on avait accordé de la stabilité, du temps, peut-être qu'on serait européen là, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Et personne peut le savoir. Je pense que la conséquence aurait été la même, mais qui sait. Gattuso, elle a apporté du positif. Et elle a aussi apporté des hérésies tactiques, des choix bizarres. Donc le choix Gattuso est pas bon. Voilà, il n'y a pas grand chose à sauver cette saison en fait les gars. Et McCourt, je vais pas faire de mea culpa parce que McCourt, pour moi, c'est un propriétaire qui est au soutien de son club, c'est-à-dire que quand on a des problèmes, il est là, mais c'est tout. Donc voilà. Pour moi, c'est dernière chance pour Longoria, mais il l'a mérité quand même parce qu'il est allé nous chercher 2 podiums en Ligue 1 consécutifs. On a fait 2 demi-finales européennes en 3 ans. Longoria n'est pas aussi nul que ce qu'on veut le faire, ce qu'on veut le dire, n'est pas aussi nul que ce que la majorité des auditeurs de certaines antennes disent quand ils appellent. À coup de oh Longoria, à coup de grands coups de gueule, c'est pas aussi simple. Et je pense qu'il y a une majorité silencieuse. Et on fera le débat et on fera le sondage et on fera tout ça qui à mon avis veut conserver Longoria. On verra. Qu'il laisse faire Benatia. Ben attends, Benatia, on va voir. Hein. On va voir Loulou parce que moi je pense que Benatia il va nous faire du bien sur les sorties de joueurs, les ventes. On verra bien. Mais et voilà, donc par contre, je vais pas faire de mea culpa sur les groupes de supporters parce que je pense qu'ils ont un rôle majeur dans notre saison ratée. Pas du tout. Et d'ailleurs aussi dans notre saison réussie. C'est pour ça que c'est bizarre ce que je vais dire. Je trouve que l'ambiance au Vélodrome, elle a été exceptionnelle cette année par rapport à la qualité de cette équipe. Donc bravo, merci. Merci au stade d'avoir été aussi exceptionnel qu'il l'est parfois. C'est de plus en plus beau et soutenir cette équipe comme ça, chapeau les supporters. On n'a pas été invaincu ou presque au Vélodrome. On est presque invaincu. Hein. On a perdu que contre le PSG cette année au Vélodrome. Donc c'est assez incroyable d'ailleurs quand on y pense. Mais c'est fou que cette équipe-là soit invaincue au Vélodrome. C'est quasiment, c'est incroyable. Juste. Oui, non, mais il y en a qui ont une dent contre Longoria qui est évidente, mais juste voilà, je vais pas faire plus que ça sur Longoria, on en reparle demain si vous voulez, ça peut être un sujet même de demain. Moi je trouve que voilà, parfois il est traité injustement aussi, mais cette saison il est responsable à 100%. La question c'est est-ce qu'après une saison d'échec complet, on doit le virer? Est-ce qu'après une saison où tu t'es raté complètement, ben ça suffit pour repartir sur un nouveau cycle complet, tout rechanger, etc., etc., etc. Moi, je pense pas. Je pense que justement, c'est bien la continuité. Lui aussi, il faudrait qu'il arrive à trouver un coach pour jouer la continuité. Ça serait bien. Mais voilà, moi, je trouve quand même que dans l'ensemble, c'est plutôt un bon président de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est mon avis. Je respecte aussi ceux qui pensent le contraire, hein, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais ajouter avant de vous quitter ? Sur Longoria, ok, je sais plus. Oui, les supporters, les groupes de supporters, donc bravo à eux, merci pour l'ambiance et tout. Par contre, nous mettre le feu au club en septembre pour un paquet de chips ou de Twix d'ailleurs, je sais plus ce que c'était, laissé dans un vestiaire pour 2 plateaux repas qui n'ont pas été servis à un tournoi de jeunes. Moi, à un moment donné aussi, il y a eu des trucs cette saison qui sont hors du temps, quoi. Et ça, j'avoue que le communiqué, j'en suis tombé de ma chaise. Hein. Après, parce que quand il y a eu ces incidents, rappelez-vous, hein, on nous a dit il y a des trucs très graves.
et vous allez voir, on va les dire et on va les dénoncer. Bon, bah, écoute, les trucs très graves, il y a rien qui est sorti depuis. Il y a eu des rumeurs comme quoi les féminines, c'est quoi le problème? Il y en a pas eu. Je crois qu'elles ont pas eu. Je sais même pas c'était quoi le problème dans le communiqué. Donc c'est pas tous les groupes, Romain, attention. Oui, non mais bien sûr, pas d'amalgame. Il y a 2 groupes qui n'ont pas été signataires de ce communiqué notamment, mais qui étaient à ces réunions, donc à cette réunion. Mais on sait tous que c'est pas tous les groupes, bien sûr. Donc mettre le feu au club pour des raisons futiles, en fait, on va le dire, ce qui leur plaît pas, c'est que le centre de formation s'espagnolise via Otero, qui est suisse d'ailleurs, mais qui a la double nationalité espagnole, via Longoria bien sûr, et via toutes les équipes qui mettent en place eux-mêmes. Mais à un moment donné, le centre de formation, les gars, c'est une des seules choses qui a marché cette saison. On a une génération incroyable qui va faire une finale de Gambardella la semaine prochaine. On a des jeunes joueurs, on en a 3 qui vont faire l'Euro U17. On a une génération qui pousse. Et cette génération, elle pousse, désolé, excusez-moi de le dire, grâce à Longoria et ses équipes. Qu'on le veuille ou non, on a des joueurs de talent, des jeunes de talent dans cette génération U19, U17 donc, qui fait la finale de Gambardella. Et voilà, ça les énerve qu'il y ait des résultats. Oui, non, mais je sais pas. Donc voilà, moi, c'est mon seul truc que je dis aux supporters. Les gars, supportez l'équipe, quoi. Les centres de formation, ça ne doit pas être votre dada. Alors oui, vous êtes là pour protéger l'OM. S'il y a quelque chose effectivement de grave, comme vous le dites, il faut le dénoncer. Je suis désolé qu'on ait interdit des jeunes de vestiaire parce qu'ils s'étaient mal comportés, qu'ils avaient laissé des paquets, des Twix on s'en fout. Enfin voilà, c'est un tournoi, c'est pas grave, quoi. Et puis ça leur apprend aussi la vie, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si vous vous comportez pas bien, ça se passe pas bien. Voilà, je dis pas qu'il faut leur faire du mal, pas du tout, mais voilà, quand dans la vie on a ce qu'on mérite. Et l'absence de plateau repas sur un tournoi de jeunes de l'OM, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et juste le centre de forme, les supporters, bravo, franchement, c'est super, il y a pas de problème et tout, mais le jour où on joue une demi-finale de Coupe d'Europe, que pour certains les JO soient plus importants, les JO de Paris, l'OM joue une demi-finale de Coupe d'Europe. Et je comprends, c'est des projets long terme, tu pouvais pas penser que c'était le même jour qu'une demi-finale de Coupe d'Europe, etc. Mais bref, il y a plein de choses à dire. En tout cas, bravo pour leur soutien. Ça, je vais faire un mea culpa là-dessus parce qu'ils ont été incroyables toute la saison au Vélodrome. Par contre, les gars, si vous pouviez éviter de nous mettre le feu au club dès qu'il y a un petit truc qui vous va pas, parce que déjà qu'ils sont pas bons au club en ce moment, si en plus vous en rajoutez, quoi. Tu vois, c'est ça qui est un peu dur. Il y en a qui font quand même des très grosses saisons. Il y a un dirigeant de groupe de supporters qui a, au bout de 2 mois, a insulté Aubameyang, lui a dit d'aller se faire, voilà, etc. Et qu'il a dit qu'il était au Club Med, en maison de retraite. Voilà, j'espère que ces gens-là un peu garderont leur langue et éviteront de dire n'importe quoi dès qu'on leur tend un micro. Voilà, qu'ils fassent leur job. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà, les pads, exactement, sans bas tapis. Donc voilà, je pense que tout le monde doit balayer devant sa porte. Les dirigeants, les groupes de supporters, les joueurs en premier, parce qu'ils ont été nuls cette saison. Nous, la presse, les médias, et dans les 2 sens. Quand je vois que ce matin, dans l'équipe, Pape Gay a 5 et Leonardo Balerdi a 4, je pense qu'il y a un problème. Je vous laisse faire vos cheminements. C'est étonnant. C'est très étonnant. Voilà. Donc, on comprend certaines choses. Et eux aussi doivent se remettre en question. Tout le métier doit se remettre en question. Nous, on n'a peut-être pas fait tout bien. Moi, vous le savez, j'ai dit du bien d'Harit toute la saison parce que je le pensais. Je me suis trompé. Je fais mon mea culpa. Ça veut pas dire que je garde pas confiance en ces joueurs ou que je les aime plus. Mais voilà, force est de constater qu'on s'est trompé. Moi, j'étais parfait toute la saison. Michael Droma. Mais vous avez été au top. Vous me prenez des primes, vous faites péter les trains de la hype, vous êtes géniaux. Il n'y a pas de souci. Après, tout le monde a eu un petit commentaire à un moment où il est peut-être allé trop loin, mais c'est des choses qui arrivent. Bref.
Euh, tout le métier est à revoir, enfin pas tout le métier, mais je trouve qu'on doit peut-être aussi se remettre en question sur certains trucs. Nous, on va essayer d'évoluer dans le bon sens, comme toujours, d'être toujours plus objectif, toujours plus proche de vous, parce que c'est vous qui faites l'OM. En fait, c'est l'OM c'est nous, comme disent les supporters. Mais justement, les groupes de supporters disent l'OM c'est nous. Moi, je leur répondrai aux groupes de supporters, l'OM c'est tout le monde. Et l'OM, c'est autant les groupes de supporters qui font les déplacements que Mantis, que l'Olive, que Martou, que les mecs qui sont là dans le chat à 11h du matin, après une défaite calamiteuse qui nous tue la saison. Donc ça, c'est aussi des supporters qui méritent d'être mis en avant. Et voilà, merci d'être là, les gars. Je vais finir là-dessus. Et je reviens demain pour de nouvelles aventures, de nouveaux débats. Si vous voulez, on ouvrira le sujet de l'avenir, bien sûr, parce que là, on a fait le bilan. J'espère honnêtement que vous m'en voulez pas trop. Voilà, j'ai essayé d'être honnête cette saison, de vous dire ce que je ressentais. Je suis ami avec aucun joueur. Voilà, j'ai eu j'ai des contacts de temps en temps par-ci par-là, mais je ne défends pas un joueur par amitié, jamais. Je ne défends pas un joueur, aucun joueur de l'effectif n'est une de mes sources de cette saison. Donc voilà, j'ai essayé d'être honnête et droit, de vous dire ce que je pensais. Je me suis certainement trompé parfois. Voilà, mais je le fais toujours avec bienveillance, parce que moi aussi j'aime ce club. Et voilà, on essaye d'avancer tous ensemble. Et j'ai évidemment fait des erreurs d'analyse, mais qui n'en fait pas. Que celui qui parle tous les jours dans les médias et qui ne se trompe jamais me jette la première pierre. Je pense qu'il n'y en a pas un seul. Voilà. En tout cas, ma courte, bien sûr qu'on peut en parler, on en reparlera demain, Vanou. Je pense que c'est fini. Voilà, nous, on essaye en tout cas tous les jours d'être avec vous au contact, et on va vous faire vivre encore une fin de saison, parce que on sait jamais. Ce soir, le talk, il y aura aussi beaucoup de choses à dire, et je pense que ce soir, ça sera très sympa. N'oubliez pas, à 20h d'ailleurs, tiens, il y a la liste de Deschamps. Tiens, vous savez quoi, je vais juste vous la donner, parce que j'y ai réfléchi, et en fait, elle est claire, la liste, sauf surprise, hein. De Didier Deschamps. Je suis amusé à la faire, et à mon avis elle est claire comme de l'eau de roche. Donc d'autant que j'ai vu que c'est Ferland Mendy qui tenait la corde pour être arrière gauche à la place de Lucas Hernandez en doublure de Théo. Donc voilà, hein. Maignan, Areola, Samba, défenseur droit Klose, Koundé, centraux Pavard, Saliba, Konaté ou Pamecano, Théo Hernandez et Ferland Mendy. Voilà. S'il prend 26 joueurs, je pense qu'il rajoutera Todibo. S'il en prend que 25, peut-être pas. Ensuite, Kamavinga, Chouameni, Zaïre Emery, Rabiot, Fofana, et j'ajoute Guendouzi. Voilà, je pense que ce sera lui qui sera le milieu supplémentaire. Guendouzi ou Vertou, mais c'est plutôt Guendouzi à mon avis. Et puis Griezmann, Giroud, Coman, Dembélé, Mbappé, Kolo Muani, Thuram. Et j'ai l'impression qu'il va prendre Barcola. Voilà, donc on a déjà la liste, hein, les gars. Donc à mon avis, il n'y aura pas de surprise. Et demain, je vous fais une imitation de Didier Deschamps pour fêter tout ça. Là, ce matin, j'ai pas l'énergie. Voilà, je suis exténué et fatigué. Voilà. Oui, mais c'est vrai, j'aurais pu vous la faire avec l'imitation. Mais je vous ferai demain une imitation. Il n'y a pas de problème. Qui est au talk ce soir? Je ne sais pas. J'ai pas l'info. Je sais que c'est Slim qui va présenter, mais j'ai pas l'info de qui est au stade. Voilà les copains. Eh ben écoutez, bonne journée, on se retrouve, donc je vous donne tout ce qui se passe quand même, et on se retrouvera demain à 11h. Donc le talk 18h, la liste de Deschamps ce soir, évidemment c'est sur TF1, à 20h dans le journal, enfin à 20h, ils vont nous faire patienter jusqu'à 20h30, on les connaît. Après vous aurez, pour ceux que ça intéresse, il y a même une conférence de presse de Deschamps qui sera à suivre sur internet, et peut-être sur l'équipe aussi. Et puis demain à 11h, vous aurez l'OM au café, pour continuer cette discussion ensemble. Et puis on se retrouvera dimanche pour pourquoi pas le miracle. Appelez ça le miracle du Stade Océane, ou le miracle de Bollaert, ou le miracle du Groupama Stadium, on verra bien, ou rien du tout, ou le Calice jusqu'à Lali. Le pire du pire des scénarios, ça serait que Lyon perde par exemple, et que nous on soit incapable de gagner au Havre. Ça peut arriver, et ça serait un scénario cataclysmique. Ah tiens, Romain Canutti, Régis Rebuffa
seront au talk ce soir avec Slim. Et il y aura certainement un autre invité. Merci Slim qui m'envoie ce petit texto. Et merci pour ta fidélité, Slim. Et donc voilà, dimanche, on fait vivre ça. La saison ne sera pas finie, bien sûr. Le lundi d'après, ensuite, lundi prochain, gros bilan. Dans ce gros bilan, ça intégrera le bilan de la saison, les grilles, voilà, où on va vous prendre les joueurs un par un et on va vraiment rentrer dans le dur. Et n'oublions pas quand même, samedi prochain, la Coupe Gambardella, prise d'antenne sur le Phocéen à 16h, match à 17h15. On fait avant-match, mi-temps, troisième mi-temps, on le vit vraiment à fond, comme un match de l'OM en fait, et pourquoi pas gagner cette deuxième Gambardella de l'histoire. On va faire vivre ça avec des spécialistes, des gens qui connaissent vraiment le centre de formation, qui pour une vraie passion de ça. Il y aura Bastien Cordolani qui s'y connaît vraiment beaucoup sur ce sujet, normalement, on doit se le confirmer, mais Bastien sera là. Il y aura Idriss qui suit beaucoup les jeunes aussi, il y aura Romain Canuti qui suit aussi le centre de formation. Voilà, on essaiera de vous faire une belle émission où on parlera du centre et bien sûr autour de cette Gambardella. Voilà, je pense que c'est important de vivre ça ensemble. C'est vrai qu'il n'y aura pas les 3 joueurs les meilleurs de cette génération des U17, mais il y aura des U19, il y aura des bons joueurs quand même pour défendre nos couleurs dans ce match contre Nancy. Voilà, j'espère qu'on va vous faire vivre une belle fin de saison et qu'on pourra pourquoi pas faire une petite fête quand même samedi avec la Gambardella. Ça changera rien dans notre approche et dans notre analyse de la saison, mais on sera un peu content et ça on le mérite un petit peu. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, rendez-vous au talk ce soir. Ciao les gars.